Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve, ça y est, enfin pour mes lectures du moment. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo où j'avais besoin de vous parler, j'ai pris du temps mais pas pour lire, clairement. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai mis du temps aussi à accumuler mes lectures. Donc là, les lectures que je vous présente aujourd'hui sont mes lectures de janvier 2024 et février 2025. J'ai vraiment pris du temps, j'ai pas voulu, c'est le mot d'ordre dans cette vidéo, le temps. J'ai pas voulu en fait me mettre la pression à lire vraiment 3 livres particuliers. J'avais vraiment envie de me plonger tranquillement dans l'histoire et de savourer mes livres parce que c'est vrai que comme pour beaucoup de choses, des fois j'avais l'impression un petit peu d'aller vite pour vous proposer du contenu et donc du coup j'avais l'impression que mes livres je les savourais pas et donc du coup j'ai pris le temps cette fois-ci et vraiment c'est un sans faute. Les 3 livres que je vais vous présenter sont vraiment des gros coups de cœur. J'ai trop hâte de vous les présenter donc je vais pas parler plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va parler de ma première lecture et quelle lecture, je l'ai surkiffé vraiment. Je vous avais d'ailleurs montré ce livre-là dans un vlog mais je ne sais plus lequel exactement et j'étais vraiment très impatiente de le lire et mais quel livre vraiment, je peux pas dire mieux que je l'ai juste adoré. Il s'agit du livre Seafield de Tiphaine Bleven des éditions Château d'Âme. Ce livre-là, vraiment, c'est une dinguerie. Je l'ai surkiffé, j'avais même pas envie qu'il se termine. Je l'ai payé 26,95 € et il fait à peu près 400 pages. Mais juste, regardez, déjà on va parler de la couverture s'il vous plaît. Regardez-moi cette beauté toute cartonnée. Et alors la reliure, regardez-moi ça. C'est trop beau. Je vais vous lire la 4e de couverture et après je vous lirai ce que j'ai un petit peu écrit de ce livre-là sur mon téléphone parce que j'ai vraiment pris le temps cette fois-ci de tout écrire pour pouvoir bien vous expliquer l'histoire. Attendez, je vais tousser. J'ai en ce moment de la toux, c'est terrible, alors je ne suis absolument pas malade, mais vraiment, voilà quoi. J'ai l'impression de pas réussir à arrêter les microbes. Voilà, clairement je n'y arrive pas. Dites-moi si vous êtes pareil cette année, mais clairement moi j'ai l'impression que je chope tout. Revenons à Seafield, je vais vous lire la 4e de couverture et je vais vous expliquer vraiment l'histoire parce que je l'ai trouvée vraiment très bien faite, même si elle finit quelque part de façon tragique. C'est ce que j'ai aussi aimé quelque part parce que on n'a pas ce côté fin heureuse comme dans tous les bouquins et je trouve que ça va quelque part un petit peu bien avec des histoires un peu paranormales mais bref, je vais vous lire la 4e de couverture et on en parle juste après. Alors qu'elle visite un château abandonné en compagnie de son petit ami Hans, influenceur paranormal, Roxane tombe nez à nez avec le portrait d'un homme. Sublime, envoûtant, au regard vivant, inéluctablement posé sur elle. Elle seule semble capable de voir ce tableau, comme si son âme le connaissait déjà, comme si son être n'aspirait qu'à le toucher. Qui est cet homme qui obsède Roxane et la poursuit jusque dans ses rêves? Est-ce un humain? Un fantôme du passé qui hante les lieux? Roxane doit le découvrir coûte que coûte, même si sa vie entière risque d'en être bouleversée. Mais saura-t-elle résister à cet être mystérieux qui ne désire qu'une seule chose, la faire succomber à la tentation? Poussez les portes d'un château hanté, c'est dur de lire en ce moment, et laissez-vous envoûter à votre tour par l'univers des sylphes, ces esprits de l'air aussi séduisants que manipulateurs. Ce livre, mais oh mon dieu, vraiment, je l'ai adoré. Alors par contre, juste faut que je vous montre, l'écriture est vraiment très petite. Alors du coup, c'est pas du tout le livre à lire quand vous êtes dans une pièce sombre parce que vous n'y verrez clairement rien. Mais ce livre-là, mais mon Dieu, je vais vous lire tout ce que j'ai écrit. D'abord, ce que j'ai bien aimé dans ce livre-là, c'est qu'il mélange, il y a un mélange entre modernité et ancien temps. Ça, j'ai vraiment adoré parce que ça se passe donc à notre époque. Mais je sais pas comment vous décrire ça, mais j'ai vraiment aimé ce mélange-là. Ça m'a fait penser un petit peu à tout ce que j'aimais moi par exemple à Londres, le mélange entre l'ancien, les bâtiments, l'histoire que peut refermer ces pierres-là et le moderne. Vraiment, j'ai adoré. Il y a un avertissement au début du livre que c'est pour un public averti. D'ailleurs, je crois que je l'ai là. Je vais vous le lire parce que je trouve ça vraiment assez intéressant qu'il y ait un petit avertissement. Voilà. Nous attirons votre attention sur les sujets sensibles qu'apporte cet ouvrage, tels que la manipulation et les relations amoureuses toxiques. Les événements qui vous sont donnés à lire sont purement et uniquement romanesques. Ils s'inscrivent dans un contexte moral, ancien, parfois cruel, que nous condamnons fermement aujourd'hui. Voilà, ça vous explique un petit peu ce qui se passe dans cette histoire. Ça parle bien évidemment de relations toxiques, mais je vais vous en parler.
Roxane, l'héroïne, ne parle plus à ses parents depuis qu'elle a soutenu sa sœur qui était son frère avant. Donc déjà, on a ce contexte-là de changement de sexe, quelque chose qui a un rapport avec notre génération, notre époque, qui n'avait absolument rien à voir avec celle de nos parents ou quoi que ce soit. Donc déjà, on est sur ce contexte-là actuel, en plus des relations toxiques et tout ça. Enfin, c'est vraiment des choses qui ont vraiment rapport. C'est pour ça que je vous dis que la modernité, elle y est dans ce livre-là. Pour son coming out transgenre, pas d'amis, elle a très peu confiance en elle, elle se repose beaucoup sur son petit ami Hans au début. Voilà, c'est le genre de fille qui dépend des autres. Voilà, clairement, je peux pas dire mieux, qui dépend des autres. Et quelque part, je me suis un peu reconnue en elle sur certains points, parce que moi aussi à l'époque, je dépendais un petit peu de mon ex. J'avais cette impression-là de ne pas pouvoir faire grand-chose sans lui, parce que j'avais l'impression que j'y arriverais jamais. Et c'est pas le cas, clairement. L'histoire du château de Mussy, c'est l'histoire de deux frères à qui le domaine a appartenu et qui se seraient disputés l'héritage à la mort de leur père. Les légendes disent que l'un d'eux hante encore les lieux, mais personne n'a réussi à le prouver. Je suis désolée, j'ai du mal à lire, j'ai écrit en tout petit, donc c'est pas très pratique. Ça, c'est l'histoire du château de Mussy, et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une histoire qui se passe en Belgique, et j'ai trouvé ça plutôt cool que ça se passe en Europe, parce que c'est vrai que ce genre de truc-là, ça se passe plutôt en Angleterre, ou en Écosse, ou vous voyez un petit peu, mais pas forcément en France ou en Belgique, et j'ai trouvé ça génial. Dès le début de l'histoire, on est transporté dans l'enquête paranormale avec des phénomènes étranges et des détecteurs d'EMF qui s'affolent sans raison aucune. Et ça, j'ai adoré parce que ça m'a vraiment fait penser à mon émission que j'adore, Ghost Adventure, je vous en ai déjà parlé. Et j'ai adoré en fait le fait qu'on soit directement plongé dans le truc. Vous voyez, il y a pas ce temps un petit peu genre vraiment où l'histoire prend forme et où on attend et on se dit mais mince, quand est-ce que ça va se passer? Eh ben non, pas du tout. On est plongé directement dans ce sujet-là et c'est vraiment vraiment cool. Eben de Mussy, c'est le frère tué par son propre frère. Eben de Mussy, le frère tué par son propre frère, a fait un pacte avec le diable et il était piégé dans le tableau depuis des siècles. Il a passé des heures à chercher une statue érigée en l'honneur de la créature dont il a été victime, une femme ou une sorcière prénommée Mathilde. Elle lui aurait lancé un sort et cela aurait été la responsable de son état. Elle a créé la zizanie entre Eben et Beaufort, les deux frères. En gros, ça m'a fait penser un petit peu à Vampire Diaries avec Catherine, Stephen et Damon. Donc on a un peu cette espèce de triangle amoureux. Donc Mathilde, c'est une Seyfield. Pour vous expliquer un peu les Seyfield, c'est un petit peu ce côté un petit peu fée. Vous voyez, un petit peu fourbe. Voilà, pour vous mettre un petit peu le contexte. Et en fait, du coup, elle vient se présenter aux frères de Mussy. Et elle crée la zizanie entre eux, puisque voilà, les deux frères sont attachés à elle, mais il n'y a que Eben qui a vraiment ce côté où il meurt d'amour pour elle, quoi, clairement, et elle le manipule. Voilà, clairement. Et donc, du coup, il devient Seyfield, lui aussi, et c'est pour ça qu'il est coincé dans ce tableau. Il n'a jamais été réveillé, jusqu'à ce que Roxane arrive et qu'il tombe amoureux d'elle. Et là, ça devient presque limite obsessionnel pour lui parce qu'il se rend compte qu'il peut devenir humain grâce à elle et redevenir humain même, je dirais. Et donc du coup, c'est hyper prenant parce que on se rend compte vraiment de comment certaines personnes peuvent être obsédées par d'autres et ça, c'était vraiment bien fait, bien expliqué. Et on a Roxane qui est complètement déboussolée parce qu'elle aussi, du coup, a comme un coup de cœur pour Eben, comme si elle le connaissait depuis toujours, un énorme coup de foudre, mais il y a Hans dans le tableau, et il va se passer vraiment beaucoup de choses. Il faut vraiment être hyper attentif dans cette lecture, c'est pour ça que je voulais pas le lire vite, parce que si on lit trop vite, on rate nos passages, clairement. Et à la fin, c'est assez tragique, je veux pas vous l'expliquer, mais il se passe plein de choses, bien évidemment. Mathilde va revenir et donc du coup, elle va manipuler Hans. Et c'est là qu'on voit les relations toxiques un petit peu d'un couple qui est très heureux et d'autres personnes qui viennent un petit peu graviter autour et qui peut du coup détruire un couple, clairement. Et j'ai vraiment adoré ce livre-là. Je l'ai trouvé vraiment bien fait, vraiment bien explicatif des relations toxiques, de plein de choses en fait, et plein de choses de notre temps actuel. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Donc pour le coup, ça va au-delà
de mon amour pour l'enquête paranormale, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment ultra bien faite et vraiment Tiffen Bleven juste dingue. J'aimerais énormément lire d'autres livres de son univers si elle en écrit un petit peu dans le même principe parce que j'ai été plongée du début jusqu'à la fin et pour vous dire j'avais pas envie que ça s'arrête, clairement j'avais absolument pas envie. Donc si vous voulez lire Seafield, allez-y. Je sais pas si j'ai super bien expliqué mon point de vue du livre, mais vraiment c'est une super histoire qui mélange modernité, ancien, tous les sujets un petit peu controversés de notre époque. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment génial pour le coup. Donc vraiment, si vous voulez le lire, allez-y, foncez. On passe à ma deuxième lecture qui est un poil plus récente et donc du coup je vais pouvoir vraiment bien vous expliquer les choses sans les avoir écrites parce que c'est vrai que Seafield, je l'ai lu hyper tôt. Je l'ai lu début janvier je crois, quelque chose comme ça, donc du coup j'ai beaucoup moins de mémoire pour cette histoire-là, mais pour celle-ci, oui. Il s'agit du dernier tome de Witch and God de Liv Stone. C'est le deuxième tome des Dieux du Temps et je l'ai surkiffé. Il vient des éditions BMR et il m'a coûté 20 €, mais ce livre-là, de toute façon, cette saga-là, Witch and God, je l'adore. Clairement, j'ai adoré l'univers de Liv Stone depuis le début. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur les 3 premiers tomes qui faisaient partie d'un ensemble et j'ai l'impression que ça va tourner autour d'autres personnages et donc du coup d'autres tomes de cette saga-là. Donc celui-ci, il s'appelle Panthéa la clairvoyante. C'est un livre qui fait à peu près 490 pages. L'écriture est normale, clairement. Je peux vous la montrer, mais vraiment normale pour le coup. Ce tome-là, on va dire qu'au début, je m'attendais à quelque chose d'autre. Je vous explique, dans le premier tome, c'était sur Pasiphae et Phobos, donc une sorcière et un dieu bien évidemment. Et à la fin de ce tome-là, je vous l'avais expliqué d'ailleurs dans une vidéo Mes lectures du moment, il se passe un événement qui m'a vraiment choquée et j'avais envie d'en savoir plus. Et donc j'avais un peu envie que dans ce livre-ci, on en sache un petit peu plus. On a des petites bribes, des petits passages de Pasiphae et Phobos, mais pas tellement, puisque l'histoire est vraiment centrée sur Panthéa. Je vais vous lire la 4e de couverture, on en parle juste après. Mais pour le coup, c'est vraiment le seul petit truc qui m'a manqué, sinon juste l'histoire était dingue. Au début, voilà, comme j'ai vraiment eu du mal à m'y mettre parce que j'avais envie qu'il y ait ce petit côté fin heureuse. Du précédent tome. Si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas lu, je ne veux pas vous spoiler, c'est comme d'hab. Mes vidéos, mes lectures du moment sont pas faites pour vous spoiler les livres, clairement, elles sont juste faites pour vous donner mon avis là-dessus et vous donner envie de les lire. Différence. Bon, je lis la 4e de couverture et je vous explique juste après. Le cercle de magie de Pasiphae, Panthéa et Andorra a été fragilisé. Les 3 sorcières décident de tourner cette douloureuse page sans se douter que les dieux du temps n'en ont pas terminé avec elles. Pour Panthéa, sorcière romantique et incisive, rien n'est plus réconfortante que de tirer les cartes de son oracle. Pourtant, elle n'y trouve aucune réponse pour affronter la magie déclinante de Pasiphae. Il lui faut une véritable prédiction. C'est décidé. Panthéa se rend en Sicile, à la Nouvelle Delphes, là où se dresse le temple de la Pythie. Mais cette dernière est bien loin de l'image qu'elle s'en faisait. Dieu éphémère et époux symbolique d'Apollon, Aristée s'impose comme un dirigeant glacial méritant son surnom de tyran. Déterminée à obtenir ses réponses, Panthéa accepte de relever le défi, ouvrir sa boutique de sorcière et décrocher un oracle de qualité de la bouche de la Pythie, sans succomber à son charme orgueilleux. Mais elle ignore que son irruption dans la vie d'Aristée met en œuvre le destin empli de mystères du dieu éphémère. Panthéa se lance malgré elle dans une course contre la montre, dont les répercussions pourraient s'avérer cataclysmiques. Il y a bien écrit derrière aussi pour public averti, mais j'ai trouvé ce tome complètement différent des autres, parce que l'histoire d'amour en fait entre la Pythie, parce que vous vous doutez bien qu'il y a une histoire d'amour, sinon ça s'appellerait pas Witch and God. Entre Panthéa et la Pythie, Pythie ou Pythie, je sais pas comment ça se dit, mais je pense Pythie, est hyper touchante, parce qu'en fait il n'y a pas que du sexe, clairement, voilà, on va pas se mentir, on va dire les termes, il n'y a pas que ça, et c'est hyper touchant. Moi, je me suis reconnue dans Panthéa pour une chose. Déjà, elle est très très romantique, elle rêve du parfait amour, ce que j'entends, puisque je pense qu'on est toutes et tous pareilles, mais clairement, moi je le suis, je rêve de ça. Et elle adore Orgueil et Préjugés. Et vous savez que c'est ma romance anglaise préférée. Vraiment, je crois que c'est le plus beau livre que Jane Austen ait écrit, clairement. Et elle est fan de Darcy, et elle aimerait du coup avoir son Darcy, ce qui est entendable, puisque je pense que quand on a vu le film aussi, on a tout envie d'avoir un Darcy dans notre vie. Voilà,
Donc du coup, c'est vrai qu'elle a cet idéal-là qui n'est pas du coup Aristée, qui est la Pythie, le nom de la Pythie. Et ce que j'ai trouvé assez percutant aussi, c'est du coup toujours ce côté un petit peu mythologie grecque et tout ça, mélangé à notre temps actuel avec des sorcières et tout ça. J'ai vraiment adoré, de toute façon c'est vraiment l'univers que j'aime de Livingstone. Mais au-delà de ça, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on découvre un dieu complètement différent, qui est Apollon. Clairement, je suis désolée de le dire, mais c'est vraiment un connard. Voilà, on va se dire comme ça, je suis désolée d'utiliser des mots assez grossiers, mais clairement c'est ça. Le mec en fait crée des demi-dieux éphémères à son effigie, et il les... Je vais vous spoiler là, tant pis, je suis obligée de vous spoiler. Il les transforme en fait en faisant des espèces de trucs un peu savants avec le venin du serpent en fait qui est juste au-dessus et le truc est dingue, et alors en plus c'est limite s'il les viole pas en fait, c'est horrible, c'est juste son nom. Moi il m'a donné envie de vomir Apollon, clairement je le voyais absolument pas comme ça. Bon après en même temps je connais pas les dieux donc je peux pas vous dire, mais je l'imaginais pas comme ça, et donc du coup dans ce livre-là, je l'ai trouvé vraiment écœurant. Vraiment, clairement, je pense que je croise un mec comme ça, je lui dis ma façon de penser. Voilà. Mais en tout cas, pour l'histoire de Panthéa et d'Aristée, pareil, je trouve que dans ces tomes-là, dans les tomes Les Dieux du Temps, donc l'autre petite partie de la saga Witch and God, je trouve que les fins sont toujours soit choquantes, soit tragiques, très percutantes. Et j'ai presque les larmes aux yeux parce que ça m'a vraiment touchée la fin. Je m'attendais pas du tout à ça. J'étais vraiment... En fait, c'est ça qui est le talent de Livingstone, c'est qu'elle nous tient en haleine jusqu'à la fin. Mais même à la fin, on est genre... Oh, et là, on tourne la page, mais il n'y en a plus. Et là, on se dit, mais non, c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter comme ça. Et vraiment, pour le coup, mais quelle pépite encore. Vraiment, juste quelle pépite. Je peux pas dire mieux. Donc, si vous n'avez pas lu les 2 tomes, Les Dieux du Temps de Witch and God, je vous les conseille vivement. La seule chose qui, moi, je regrette, mais c'est pour n'importe quel livre, c'est que du coup, pour avoir la suite, il faut attendre assez longtemps. Et donc, du coup, j'ai du mal à me remettre dans l'histoire et à bien revoir les personnages. Donc, ce qui est assez pratique, c'est qu'à la fin du livre, on a absolument tous les personnages mortels et immortels pour nous remettre un petit peu dans le contexte, et ça c'est quand même plutôt chouette. Et à l'avant on a aussi, alors je crois que c'était au tout début si je me trompe pas, mais si c'est pas dans celui-là c'est dans l'autre, mais je crois que non, c'est dans celui-là le livre que j'ai vu ça. Attendez, voilà, c'est ça. On a la ligne olympienne, donc en fait, en gros, avec tous les dieux et ceux qui se sont mariés avec... Enfin, en gros, c'est comme un arbre généalogique. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette parce que du coup, ça nous remet un petit peu dans l'histoire. Parce que voilà, c'est comme pour beaucoup de livres, comme pour The Mortal Instrument ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que quand on attend le tome 2-3 ans après, et bien moi je suis totalement perdue parce que je ne lis pas que Witch and God, je lis beaucoup d'autres livres. Donc voilà, c'est le seul petit point que je crois que je pourrais vraiment reprocher. Mais en tout cas, si vous voulez le lire, allez-y, foncez parce que vraiment, il est génial. Et là, on part sur ma dernière lecture que j'ai finie cette semaine et clairement, j'avais pas envie de la terminer. Vous allez voir qu'elle est dans un contexte complètement différent que magie, paranormal, fantôme, dieu. Vraiment, c'est complètement différent, mais c'est totalement mon univers. Il s'agit du livre Wild Side d'Emma Landas des éditions Black Ink. Ce livre-là, mais une découverte, clairement. Pourtant, Emma Landas, elle est déjà connue pour certains livres. D'ailleurs, vous avez toute sa bibliographie dans les dernières pages. Mais waouh, mais quelle histoire! Juste quelle histoire! J'ai tellement adoré. Bon, vous vous doutez bien que ça parle de cow-boy, hein. Vous voyez un petit peu l'écriture et vous vous doutez, voilà, juste de ma personnalité. Mais quelle histoire! Quelle histoire! Elle m'a replongée dans ma série favorite, en fait, qui est Yellowstone. Si vous n'avez pas vu cette série-là avec Kevin Costner, mais juste allez la voir parce que c'est une dinguerie cette série. D'ailleurs, moi je l'ai terminée, ça y est, parce qu'il y a 5 saisons. Et j'étais trop triste qu'elle s'arrête. Clairement, j'étais trop triste et vraiment, cette série-là, juste, elle est ouf. Et donc, du coup, ça m'a vraiment replongée là-dedans parce qu'on est vraiment dans le même thème, on est vraiment dans le même type d'histoire, avec quelques petits points différents quand même. C'est un livre qui fait à peu près 460 pages, mais ce que je voulais vous montrer, c'est l'intérieur du livre. Il est oufissime. Donc on a 2 personnages principaux qui sont Khan et Tala. Donc pour Khan, c'est présenté comme ça, avec un Mustang, vous voyez. Et en fait, j'adore la présentation dans le livre. Et ce que j'ai aussi adoré, c'est qu'à chaque chapitre, on a une chanson. Donc en fait, vous lisez votre chapitre en écoutant cette chanson-là. Ça vous met totalement dans le mood du chapitre. Et ça,
Ça, je vous jure, c'est un level au-dessus de tous les livres que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. J'ai trouvé ça génial et je vais essayer de vous montrer Tala. Parce que Tala, ça veut dire louve en amérindien. Et j'ai trouvé ça super beau. Et voilà du coup pour Tala, les pages en fait qui la représentent. Mais j'ai trouvé ça trop beau. Juste présentation de livre là, j'ai fait ok, on est sur un level quand même assez au-dessus. Avec, vous voyez, une petite citation au début, avec une montagne. Enfin, juste j'ai adoré. Donc bien évidemment, ça se passe dans le Montana, vous avez compris. Je vais vous lire la 4e de couverture et on en parle juste après. Je suis née sur ces terres encore sauvages du Montana, dans ce ranch où vivaient autrefois les 3 fils Edison. Et effectivement, j'ai été amoureuse de l'un d'eux. J'avais 8 ans lorsque j'ai juré à Can Edison que je l'épouserais. Il en avait alors 17. Et puis un jour j'ai grandi, et il a enfin vu en moi bien plus qu'une petite sœur sur qui veiller. Jusqu'à cette nuit maudite où il nous a tous abandonnés. Pourtant, 4 ans après, quand son père le somme de revenir pour sauver ce qui appartient à sa famille depuis plus de 100 ans, il réapparaît. Can est prêt à affronter ce père qu'il déteste, ainsi que tous ceux qui menacent Wildside. Mais pour lui, le pire des combats est certainement de faire face aux démons du passé. Surtout lorsqu'il l'oppose à la culpabilité que je lui suscite. Parce que lui, il s'était juré de ne jamais me toucher. Ah mais quelle histoire, je vous jure quelle histoire, j'avais tellement pas envie qu'elle s'arrête. Et Malandas, s'il te plaît, crée une suite à cette histoire-là, je t'en supplie, parce que elle est géniale. Donc oui, ça parle d'une famille, donc les Edison, donc ça m'a vraiment fait penser aux Dutton, donc du coup vraiment le petit lien avec Yellowstone. Donc on a le père qui est Wayne Edison, et là vraiment c'est typiquement... John Dutton dans la série. Je peux pas vous décrire mieux, si vous l'avez déjà vu, vous allez comprendre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous explique un petit peu. Wayne Edison, donc du coup c'est le patriarche de cette famille, qui s'est battu en fait pour garder l'héritage que ses ancêtres lui ont donné, donc Wildside, qui est du coup son domaine, son ranch avec ses bêtes, son bétail, ses cowboys, ses plaines, enfin voilà, il se bat pour ça, puisque bien évidemment il y a d'autres familles rivales qui veulent le terrain, voilà, vraiment pour mettre dans le contexte. Et c'est quelqu'un qui est très rude, qui ne montre pas ses sentiments, qui est très dur envers ses fils. Et du coup, on a ses fils. Donc on a Alan, qui était le plus grand. Alan, lui, me faisait penser un petit peu à Jamie. Donc je vous mets une petite photo juste ici. L'acteur qui joue Jamie. Jamie, c'est plutôt le mec qui est là pour le ranch, mais... Alan plutôt, excusez-moi, qui est là pour le ranch mais qui a fait des études un petit peu supérieures pour avoir ce côté un petit peu avocat, un petit peu savoir les lois. Vous voyez un petit peu. On a Can qui me fait penser à Casey, donc je vous le mets juste ici. Donc Can c'est le personnage principal. Faut que j'arrête de parler super vite, je vous jure. C'est le personnage principal et donc il me fait penser à Casey Dutton. Can, c'est le mec qui est justement comme un Mustang, qui ne veut pas être dicté par des règles, mais qui s'en va à l'armée quand même après, mais qui est très rebelle. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Et on a Aaron qui me fait penser au dernier frère Dutton, que je vous mettrai aussi en photo juste ici. Aaron, c'est un peu le mec qui est à fond pour le ranch, qui veut tout vivre pour son ranch, qui veut aider au mieux, mais qui sait absolument pas gérer un ranch. Voilà, clairement, il saura pas faire, c'est le plus jeune en plus de la famille. Et Tala, du coup, c'est une jeune fille qui vit avec eux en fait depuis sa naissance, puisque sa grand-mère est au service de la famille Edison, et sa mère y était aussi jusqu'à ce qu'elle se fasse violer, je vous mets juste le contexte, par plusieurs hommes, et elle tombe enceinte. Et donc du coup, Tala est née d'un viol. Et du coup, la famille Edison la considère vraiment comme membre de sa famille, ils lui disent bien, enfin voilà et tout. Et puis forcément, elle tombe amoureuse de Can. Voilà. Et en fait, les 3 frères sont tous un petit peu amoureux de Tala, puisque c'est la seule fille qu'ils connaissent réellement. Mais quand elle grandit, Can et elle ont une aventure, voilà. Sauf qu'à ce moment-là, il se passe plein de choses, des disputes, des drames un peu familiaux. Et Can décide de s'en aller. Et ce soir-là, il y a un drame. Sa mère et son plus grand frère, donc Alan, décèdent. Donc il décide de s'en aller après l'enterrement parce que c'est trop compliqué pour lui de gérer en fait la colère de son père et sa culpabilité parce qu'il s'est dit que en fait son frère et sa mère sont partis pour le chercher et sont morts dans un accident de voiture. Donc en fait il a l'impression que c'est de sa faute. Donc il s'en va et pendant 4 ans on n'a absolument plus de nouvelles de lui. Puis dans cette histoire-là on apprend que Wayne Edison, donc le patriarche, est atteint d'un cancer. Et donc du coup il a plus beaucoup de temps à vivre et il veut absolument que Wildside reste pour la famille Edison, que ça reste dans cet héritage-là.
Et donc du coup il décide de faire revenir Can pour l'aider en fait dans tout ce qui est démarche pour Whiteside. Donc Can revient parce qu'il a pas trop le choix, l'armée on lui dit oui la famille c'est important machin, allez-y. Et il a pas envie, lui il a pas du tout envie et surtout pas de croiser Tala parce qu'il culpabilise de ce qui s'est passé entre eux, parce qu'il culpabilise du fait qu'elle est beaucoup plus jeune que lui, alors que l'amour n'a pas d'âge, mais voilà. Et donc du coup il va vraiment avoir du mal à revenir. En plus Aaron a une rancœur envers lui parce qu'il a l'impression que son frère l'a abandonné, en plus de l'autre qui est décédé. Donc c'est plein de petites choses comme ça, mais c'est génial. Tala me fait penser, elle, un petit peu un mélange de Monica et Bess, je vous les montrerai juste ici. Elle me fait penser à ces deux personnages-là, Monica dans le physique, puisqu'elle est amérindienne, et Bess un petit peu dans son tempérament un petit peu de feu, vous voyez. Et c'est vraiment, ça me fait penser à ça. Elle est géniale. Et on a même aussi Rip Wheeler, qui est le personnage de Troy Bennett. Donc je vous mettrai juste ici. Alors pas Troy Bennett, hein, Rip Wheeler. Mais vraiment, voilà, c'est pour vous mettre le contexte pour ceux qui ont vu la série et pour ceux qui la regarderont ensuite. Que vraiment, on retrouve un petit peu ces personnages-là dans ce livre-là. Elle s'en est vraiment inspirée, Emma Landas. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et donc il va se passer plein de choses pour la survie du ranch. Et pour l'histoire du couple de Tala et Can qui sont en fait des âmes sœurs, clairement on peut pas le dire mieux, et vraiment je l'ai adoré, vraiment je peux pas dire mieux, je l'ai fini cette semaine mais j'avais pas envie que l'histoire se termine parce que vraiment c'était touchant, en fait on avait vraiment l'impression de faire partie de la famille, on avait envie de se battre à leur côté et j'ai trouvé ça génial et l'histoire entre Can et Tala elle est juste génial, juste génial, et je pense qu'on a tout envie d'avoir un Can dans sa vie, clairement. Mais non, franchement, ce livre-là, vraiment une pépite. Donc si vous cherchez une romance western qui se passe vraiment comme un peu Yellowstone et dans le Montana, alors moi c'est souvent ce que je recherche un petit peu, des histoires qui se passent soit dans le Montana, soit au Texas, vraiment des romances western, et il commence à y avoir de plus en plus, et vraiment, ça je suis trop heureuse parce que c'est ce que j'adore lire. Donc vraiment, celui-ci c'est une pépite de chez Pépite. Vous le savez, j'ai lu déjà 2 romances western qui étaient Heartless de Elsie Silver. Mais vraiment, mais j'ai du mal à parler aujourd'hui, mais c'est quoi cet enfer? Et j'ai lu aussi Wild Wild de Charlie, là vraiment de Laurea Springs, et celle-là c'était gros coup de cœur. Mais Heartless, j'étais restée un petit peu sur ma faim. Mais du coup, celle-là, juste pépite, donc allez-y foncez si vous voulez lire une romance western parce que vraiment, elle vaut le coup. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a donné des envies de lecture. Moi ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé livres sur la chaîne et ça m'avait manqué, vraiment. Alors je sais pas s'il y en aura une tous les mois, comme je vous ai dit, cette année je la prends vraiment différemment. J'ai envie de faire de nouvelles choses, de tester de nouvelles choses, et donc du coup, je sais pas si je ferai une vidéo tous les mois, en tout cas j'essaierai, mais on verra bien. Voilà, je ne me mets aucune pression. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu et que vous avez vraiment envie de lire ces livres-là, dites-moi en commentaire lequel vous tente le plus. Je suis vraiment très curieuse. Voilà, mais si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut! Faut que je vous dise, j'ai un problème de cheveux dans cette vidéo. Clairement, je me suis fait mes boucles comme d'habitude et regardez là, c'est hyper bien défini. Et là, j'ai cette petite mèche là qui a décidé de faire n'importe quoi. Voilà, de pas tenir. On adore. Vraiment, on adore, c'est génial. Donc j'ai l'impression d'être tout le temps décoiffée alors que ce n'est pas le cas. Je suis quand même bien coiffée. Mais cette boucle là a décidé qu'elle ne coopérerait pas aujourd'hui.